de l'année du 1 heure pour l'autonomie. Alors, ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est de mettre un coup de projecteur sur un dispositif qui est peu connu des partenaires et des usagers, mais qui pour autant peut être une belle alternative à l'entrée en établissement quand le maintien à domicile n'est plus possible ou plus souhaité. Donc, l'accueil familial des personnes âgées ou des personnes adultes en situation de handicap. Pour ce faire, nous avons sollicité plusieurs professionnels du département. Donc, Sylviane Driss, qui est responsable du service accueil alternatif, donc accueil familial et habitat intermédiaire, à la direction de l'autonomie. Elle se présentera plus amplement et présentera la politique du département dans le cadre de l'accueil familial. Nadège Henbert, qui est coordinatrice au pôle autonomie de Lille et qui, notamment dans ses missions, évalue les demandes d'agrément avec les évaluateurs médico-sociaux du pôle autonomie. Et enfin, Corinne Ancoviac, qui est travailleur social au pôle autonomie de Lille et qui est chargée du suivi des personnes accueillies, donc en accueil familial, et qui s'assure de leur santé, de leur sécurité et du bien-être au sein de nos familles d'accueil. Mais donc, avant de leur laisser la parole, vous n'échapperez pas à la petite information traditionnelle pour les nouveaux inscrits et au rappel pour les anciens. Donc, je vous rappelle que ce temps d'information est enregistré et que si vous ne souhaitez pas apparaître sur la vidéo, il vous suffit tout simplement de couper votre caméra. Pour les nouveaux venus, je vous informe que le support présenté sera transmis à l'ensemble des inscrits à l'issue de la présentation, avec le lien pour accéder à toutes les vidéos qui ont été mises en ligne sur YouTube depuis la mise en place des 1 heure pour l'autonomie. Je vous informe également et je vous rappelle que vous pouvez poser des questions dans le chat. Franchement, n'hésitez pas. Nous y répondrons dans un second temps via une foire aux questions que nous vous enverrons également avec le support. Donc voilà qui est fait. Nous allons pouvoir commencer. Je vais lancer le diaporama et puis laisser la parole à Sylviane Driss. Sylviane, c'est à toi. Mon micro est coupé. Ouais, excusez-moi. Donc, Sylviane Driss, donc, je suis responsable du service accueil familial habitat inclusif au département. Donc, c'est un service qui est sur l'accueil familial en appui au 7 pôle autonomie. Et donc, un appui sur toute la question de la réglementation de l'accueil familial, sur la question de la formation des accueillants et puis sur tout ce qui est la communication et le développement du dispositif. Mais aussi sur la mise en place, par exemple, d'outils communs, comme on travaille actuellement sur un projet d'IODAS, qui est de logiciel, pour le mettre en place sur le dispositif d'accueil familial aujourd'hui inexistant. Donc, l'accueil familial, effectivement, l'accueil familial, en tout cas pour les personnes âgées et pour les personnes en situation de handicap, ça reste un dispositif assez méconnu. Le recours n'est pas vraiment systématique. On s'aperçoit que c'est souvent le bouche à oreille qui fonctionne. Parce que voilà, soit on a été accueillant familial et du coup les enfants ou l'entourage devient accueillant familial, ou alors voilà, on connaît des gens qui ont déjà été hébergés en accueil familial et du coup c'est souvent dans ce cadre-là que ça fonctionne. Donc ça reste assez méconnu, mais vraiment le département a la volonté d'inscrire ce dispositif sur le parcours des personnes comme une offre à part entière, en tout cas, puisqu'elle est quand même très intéressante. Elle présente aussi d'autres aspects au niveau de l'accueil, un aspect assez, familial, simple et assez accessible en termes de coûts. Donc, on accompagne la professionnalisation des accueillants familiaux, puisqu'il y a une obligation de formation qui s'est vraiment concrétisée par l'apparition de textes au niveau national. Donc, depuis 2017, on la met en œuvre au niveau du département et les territoires sont complètement impliqués puisqu'ils participent aussi. On a internalisé une partie de cette formation et c'est des professionnels des pôles qui la délivrent. Ensuite, on a toute une action de communication sur l'accueil familial, puisque l'accueil familial, effectivement, il peut être permanent, mais il peut être séquentiel, c'est-à-dire 2 jours par semaine, ou alors voilà, il peut là être sur de l'accueil de jour de manière totalement ponctuelle.
Et enfin, voilà, on encourage toutes les initiatives innovantes sur le dispositif, hein. Donc, ça peut être voilà, des accueils un peu spécifiques sur la maladie d'Alzheimer. Donc là, on essaye absolument de travailler avec les partenaires sur le développement de ce type d'accueil. Donc, dans le cadre justement de cette communication, on a organisé les premières assises de l'accueil familial dans le Nord. On était très nombreux et on a vraiment ressenti le besoin, hein, des accueillants, justement, de parler, hein, de leur profession, qui est encore peu reconnue, hein, parce que c'est un dispositif, mais les collègues en parleront tout à l'heure, un peu particulier, hein, parce qu'il n'est pas, c'est du CESU en fait gré à gré, hein. C'est un peu particulier puisque c'est un agrément délivré par le département, mais un CESU gré à gré. Donc, il y avait besoin de parler et d'avoir de cette reconnaissance sur le dispositif. Ensuite, ben, voilà, on a essayé, je disais un peu tout à l'heure, de développer, dans le cadre pour encourager encore le recours à l'accueil familial, on a développé un réseau d'accueillants familiaux dédié au répit, mais ça reste quand même assez discret, hein, puisque, bon, voilà, c'est ça, c'est toujours la question du recours à ce dispositif qui reste malgré tout assez méconnu et difficile aussi en termes de coûts, hein, parce que pour le calculer, c'est pas évident, mais ça aussi, les collègues en parleront peut-être tout à l'heure. Et enfin, pour toujours dans cette dynamique d'encourager le dispositif, on a mis en place une aide à l'adaptation du logement des accueillants. En fait, cette aide financière, c'est une subvention ponctuelle quand même, qui est une subvention vraiment totale, hein. On verse vraiment plus de 5 800 euros peut être versé à l'accueillant familial pour mettre en place des adaptations liées à son projet d'accueil. Donc, ça va être des adaptations qui vont faciliter l'autonomie des personnes. Donc, ça peut être voilà, une salle de bain rénovée, un escalier, enfin un monte-escalier qui est mis en place pour faciliter justement l'accès à la chambre. Enfin, voilà, c'est toutes ces adaptations-là qu'on peut financer. Donc voilà, je pense sur la présentation, en tout cas de la volonté d'encourager le développement de ce dispositif et le recours à ce dispositif. Autrement, au niveau de l'état des lieux, hein, on voit que les accueillants familiaux sont quand même 508 accueillants dans le Nord, hein. La plupart résident surtout dans le sud, mais c'est aussi le sud, c'est aussi assez rural ou semi-rural, avec beaucoup de maisons, grandes maisons qui permettent justement peut-être d'accueillir plus facilement des personnes. 90% des accueillants sont des femmes et avec une moyenne d'âge d'environ 57 ans, puisque souvent, c'est vrai que des accueillants de 20 ans, il n'y en a pas et ça vient souvent en deuxième partie de vie professionnelle ou alors après avoir élevé ses propres enfants. On envisage une activité et là, on vient à l'accueil familial. Je veux dire que quand même, c'est vrai que dans le Nord, c'est le deuxième département de France en termes du nombre d'accueillants, hein, puisque après, enfin, on vient juste après l'île de la Réunion. Donc, ça reste un département très important en nombre, mais aussi sur une dynamique, hein, de développement de ce dispositif. On est souvent quand même au niveau national, on apporte aussi pas mal d'éléments, hein, à la DGCS pour essayer de faire évoluer ce dispositif. Donc, on est quand même, on a un petit poids au niveau national. On espère que ça va jouer à l'avenir, hein, pour en tout cas conforter un peu plus et sécuriser un peu plus ce dispositif. Au niveau des personnes accueillies, 652 personnes accueillies à ce jour. 66% sont des personnes en situation de handicap, 34 sont des personnes âgées. Et c'est vrai que jusqu'en 2015, c'était l'inverse, hein. On avait beaucoup plus de personnes âgées accueillies au niveau du dispositif. Et là, vraiment, mais c'est aussi au niveau national où on assiste voilà, à un revirement en fait et beaucoup plus de personnes en situation de handicap maintenant s'orientent sur l'accueil familial. Donc, on l'explique de manière démographique, hein. Je pense que voilà, c'est vrai que on n'a pas, c'est pas lié à une qualité d'accueil, c'est vraiment, je pense, au niveau démographique que ça se situe. Donc, 65% des personnes accueillies bénéficient d'une mesure de protection judiciaire, hein.
C'est surtout des personnes en situation de handicap, puisque je pense que c'est 97% des personnes en situation de handicap qui bénéficient d'une mesure de protection judiciaire. Donc, on voit bien, c'est normal aussi, les personnes âgées, quand elles arrivent en accueil familial, elles n'ont pas forcément besoin d'une mesure de protection, contrairement aux personnes en situation de handicap qui, elles, sont souvent sous tutelle ou curatelle avant d'arriver en accueil familial. Et 85% des personnes bénéficient de l'aide sociale pour payer l'accueil. Et là, c'est pareil, je pense que c'est vrai que le dispositif est quand même réservé à des personnes qui ont des ressources moyennes, quoi, hein. Ça, c'est une évidence. On a quand même des personnes qui ont des ressources importantes qui sont accueillies dans ce dispositif. Et à ce moment-là, les frais, ils sont négociés de manière libre avec l'accueillant. Donc voilà, je pense sur la présentation générale, vous voyez une cartographie qui permet de visualiser un peu mieux ce que je disais avant, c'est-à-dire effectivement avec une forte densité d'accueil sur le sud du département et un peu moins du coup dans le nord. Voilà, je laisse mes collègues peut-être prendre la suite sur... Oui. Alors, ce qu'on vous propose là, c'est tout simplement un petit film pédagogique qui a été fait à l'occasion des assises de l'accueil familial pour expliquer de manière très rapide et très simple ce que c'est l'accueil familial. Je vous propose de le regarder. L'accueil familial est une alternative à l'entrée en institution. C'est une solution proposée aux personnes en perte d'autonomie qui leur permet de conserver ou de retrouver un environnement familial, souvent à proximité du lieu de vie d'origine. Ce dispositif s'adresse aux personnes âgées ou aux personnes en situation de handicap qui ne peuvent plus ou ne souhaitent plus vivre à domicile. Près de 10 000 accueillants familiaux sont agréés sur tout le territoire et accueillent plus de 14 500 personnes. La grande majorité des accueillants sont des accueillantes. Les hommes représentent 6% des agréments. Des foyers ont aussi décidé de se lancer dans l'aventure en couple. Quant au profil des accueillis, la proportion des personnes en situation de handicap est légèrement supérieure à celle des seniors. L'accueil familial reste aujourd'hui méconnu, bien qu'il existe depuis longtemps sous différentes formes suivant les époques. En 2015, le vote de la loi ASV opère un véritable tournant. La nouvelle réglementation renforce d'abord la qualité et la sécurité des accueils. Elle améliore ensuite le droit des personnes accueillies. La loi favorise également le développement de différentes formes d'accueil pour répondre aux besoins de manière adaptée. Elle clarifie enfin le statut des accueillants à travers des mesures concrètes. Dans ce nouvel environnement, les assises de l'accueil familial vont nous permettre d'identifier les leviers et les freins de ce mode d'accueil, autant de clés pour penser le modèle économique et humain des solidarités de demain. Alors voilà, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un petit focus sur l'accueil familial en territoire, en métropole Lille, sur le territoire de Lille. Alors, comme vous l'avez expliqué, Sylviane, l'accueil familial, en tout cas, est géré sur les 7 pôles autonomie du département du Nord, donc du dépôt de la demande d'agrément par l'accueillant familial jusqu'à l'évaluation, jusqu'à l'établissement d'un arrêté, et ensuite le contrôle est toujours effectué par les évaluateurs médico-sociaux du pôle autonomie, ainsi que le suivi. Donc vraiment, l'ensemble de la procédure se situe au niveau des pôles autonomie en territoire. Donc sur l'île, nous avons 34 accueillants familiaux, dont un agrément de couple, c'est-à-dire un agrément qui est géré par 2 personnes. Je vous l'expliquerai un petit peu plus après. On a 50% des accueillants qui ont plus de 60 ans. Donc, c'est ce que vous expliquez un petit peu, Sylviane Dries. Souvent, on arrive sur une deuxième partie de sa vie quand on devient accueillant familial. Pour autant, on a aussi des jeunes accueillants familiaux, ce qui nécessite une certaine vigilance de notre part, puisque nos accueillants ont plus de 60 ans, voire ont même facilement 70 ans, ce qui veut dire qu'à court terme, même s'il n'y a pas de limite d'âge pour être accueillant familial, à court terme, on va avoir des cessations d'activité, donc moins
moins d'accueillants sur le territoire. On a donc 40 personnes accueillies, donc une personne âgée et 39 personnes en situation de handicap, donc 40% qui sont des personnes en situation de handicap vieillissante. Donc aussi un point de vigilance pour nous parce que c'est pour notre travailleur social une nécessité d'accompagner ces personnes car possiblement l'accueil pourra arriver à sa fin et une autre orientation pourra devenir nécessaire, notamment en établissement. Donc c'est une offre qui s'est historiquement développée, donc comme vous avez pu le voir, en direction des personnes en situation de handicap. C'est un petit peu historique, mais on a quand même une demande légèrement croissante depuis la crise sanitaire pour les personnes âgées. Donc, à noter que quelques accueillantes chez nous ont un double agrément. Donc, il est tout à fait possible, dans le cadre de l'accueil familial, d'avoir un autre agrément, alors celui d'assistante familiale ou celui d'assistante maternelle. En tout cas, nous avons 2-3 personnes dans ce cadre-là. Alors, nos perspectives, en tout cas nos projets en perspective sur le Lillois, c'est bien évidemment, enfin, au regard du nombre d'accueillants, c'est de développer l'accueil familial, hein. On souhaiterait, au regard aussi des demandes, avoir plus d'accueillants familiaux. Comme vous l'expliquez, Sylviane, c'est pas forcément une activité voilà, qui est très facile, mais en tout cas, on a de beaux projets sur le territoire. On souhaiterait donc développer un petit peu partout. Je vous montrerai la cartographie ensuite des accueillants familiaux, mais en tout cas, travailler avec les communes dans ce cadre-là. On voudrait aussi développer l'offre de répit, car concrètement, nos accueillants familiaux sont des accueillants familiaux qui ont un agrément et qui accueillent plutôt sur du 24-24, mais on a aussi du besoin, notamment dans le cadre des personnes âgées, dans le cadre des aidants, de faire de l'accueil de jour, du répit à domicile, dans le cadre notamment de personnes âgées souffrant de la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est aussi une perspective chez nous. Et enfin, l'idée, c'est aussi de mettre les accueillants familiaux du territoire en réseau pour renforcer l'information, pour renforcer l'entraide entre les personnes et programmer des rencontres. On va programmer des rencontres entre les accueillants familiaux pour des échanges d'expériences. Et enfin, on va se mettre en lien avec tous les partenaires qui gravitent autour de l'accueil familial. L'idée de travailler avec les tuteurs, puisque vous avez vu que beaucoup d'accueillis sont sous mesure de protection, de mieux travailler avec les tuteurs dans ce cadre-là et travailler avec d'autres services. Alors, le switch ASE, dans notre jargon, c'est l'idée de travailler donc avec les services du département pour que les enfants en situation de handicap qui sont accueillis au titre de l'ASE puissent, une fois qu'ils sont devenus adultes et qu'ils doivent sortir du dispositif, puissent continuer à être accueillis par l'assistante familiale qui va demander un agrément en tant qu'accueillante familiale. Donc voilà, c'est aussi des choses qu'on développe sur le territoire pour qu'il n'y ait pas de rupture de parcours et que ça se passe bien dans ce cadre-là. Donc, je vous présente tout simplement la cartographie des accueillants familiaux du territoire de l'île. Donc, 34 accueillants familiaux, 40 personnes accueillies. Donc, avec, vous pouvez le voir, hein, des accueillants familiaux qui sont répartis essentiellement sur une diagonale allant de Provins-Stricourt, donc à Mont-Saint-Barreul, avec une petite poche aussi sur Armentières. Donc, l'idée, c'est de travailler avec les communes pour pouvoir, dans le meilleur des mondes, mais je pense que ça prendra du temps, dans le meilleur des mondes, ce serait d'avoir une accueillante sur chaque commune, mais voilà, il faut y travailler. Concrètement, alors pour revenir sur ce qu'il y a de moins sympathique dans le cadre de l'accueil familial, mais quand même vous l'expliquer, le cadre juridique, l'accueil familial est régi donc par le Code de l'action sociale et des familles. Donc c'est une activité qui est réglementée et placée sous le contrôle du président du conseil départemental pour lequel un agrément est obligatoire. Alors, qui peut être agréé? Alors, une personne majeure ou un couple majeur. Alors, sous le vocable couple, on entend 2 personnes qui vivent sous le même toit. Donc, ce n'est pas forcément une personne mariée, pacsée ou en concubinage. Ce sont 2 personnes et on a le cas sur le territoire et dans le département d'une maman qui est accueillante familiale avec sa fille ou de deux dames, 2 monsieur. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est un couple qui accueille à son domicile et bien évidemment à titre onéreux. Alors, qui peut être accueilli? Alors, ce sont des personnes âgées de plus de 60 ans ou des personnes adultes en situation de handicap ayant une reconnaissance CDAPH.
Alors, avec une petite exception néanmoins, alors CDAPH, donc une reconnaissance de la MDPH, avec donc, je vous disais, une petite exception néanmoins, c'est les personnes qui sont accueillies, enfin, qui ont une orientation maison d'accueil spécialisée. Maison d'accueil spécialisée, ça suppose une grosse prise en charge et une lourde prise en charge au niveau médical, qui n'apparaît pas du tout adaptée donc à l'accueil familial. Et alors, la petite indication également, c'est que la personne ne doit pas, enfin, n'appartient pas à la famille de l'accueillant jusqu'au 4e degré inclus. C'est-à-dire que les parents, les oncles, en tout cas, on parle peut-être d'entraide familiale. En tout cas, il n'y a pas nécessité d'avoir un agrément pour accueillir chez soi quelqu'un de sa famille proche. Pas nécessité d'agrément et pas nécessité de suivi du département. Je vous propose maintenant de laisser la parole donc à Nadège Enper. Ah, j'ai Alors, juste peut-être 2 Sylviane. minutes. Ouais, je voulais dire, je suis sur la slide juste avant, que les personnes, effectivement, elles ont besoin d'une reconnaissance de la CDAPH, mais il n'y a pas besoin d'orientation vers l'accueil familial au niveau de la NDPH. Il faut vraiment la reconnaissance du statut de situation de handicap, mais pas une orientation de la MDPH, ce qui est Oui, différent. tout à fait. Donc concrètement, c'est comme les établissements autres, il n'y a pas d'obligation d'orientation, c'est juste qu'on doit être reconnu en tant que personne en situation de handicap. Je vous propose maintenant de passer la parole à Nada Genbert, qui est coordinatrice donc au pôle autonomie et qui va pouvoir vous présenter les conditions de l'agrément pour pouvoir avoir un agrément. Voilà. Alors, donc Tiens, je vais te passer le mien. Alors, donc bonjour à tous. Donc, lorsqu'on va rencontrer en effet une personne qui va souhaiter devenir accueillante familiale, l'objectif global de nos rencontres avec ma collègue, enfin ma collègue évaluateur médico-social au pôle autonomie, on fait ensemble l'évaluation et donc on va aller vérifier en effet que le candidat justifie en effet des conditions qui vont permettre de garantir la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral de la future personne accueillie. On va également aller vérifier qu'il s'engage à ce que l'accueil soit assuré de façon continue. Alors ça peut parfois être en effet un frein. Je pense qu'on le redétaillera un peu après, parce qu'en effet, on demande à ce que la personne accueillie ne soit jamais seule, en théorie, au domicile de l'accueillant. La mise à disposition d'une chambre d'au moins 9 mètres carrés et de 16 mètres carrés pour un couple, marié, pacsé ou concubin. Au niveau des conditions, j'ai envie de dire, d'accueil, la chambre ne doit pas être traversable. Il doit y avoir un point d'eau à proximité et on va aller vérifier également que le logement soit décent. Donc, on vient vérifier en effet la sécurité au niveau des installations électriques, d'une bonne aération, que le chauffage, enfin, c'est des choses qui peuvent paraître naturel, mais parfois on a des petites surprises sur les candidats que nous rencontrons. Voilà, donc après, on va aller s'assurer également que la personne s'engage à suivre la formation initiale et continue et l'initiation aux gestes de premier secours. Donc ça, c'est pareil. Ma collègue viendra redétailler ensuite. Et surtout, pour nous, ce qui est très important, c'est que la personne accepte en effet le suivi social et médico-social qui va être assuré en effet par mes collègues travailleurs sociaux au pôle autonomie. Et après, évidemment, on leur demande une assurance responsabilité civile, mais là, on est vraiment sur des pièces purement administratives qui posent théoriquement pas de soucis. Donc ensuite, on va rencontrer en règle générale, voilà, donc nous, on a 4 mois pour évaluer la demande. Une fois que le dossier
que vous pourrez retrouver via le lien qui sera mis à la fin, est considéré comme complet. En général, on fait au moins 2 visites à domicile, voire 3, parce que notre objectif, c'est de rencontrer l'ensemble des personnes qui vont vivre sous le toit du candidat. Donc, on va aller vérifier en effet les motivations du candidat. On va en effet, en rencontrant l'ensemble des membres de la famille, s'assurer qu'il y a une adhésion de l'ensemble de la famille au futur projet d'accueil, la disponibilité et la capacité à s'organiser. Donc, on essaye aussi de mettre en situation le candidat de façon à pouvoir s'assurer qu'ils ont bien entendu. On ne leur demande pas une maîtrise totale de la profession et de cette activité. Par contre, en effet, on va aller chercher une certaine curiosité, une certaine, j'ai envie de dire, capacité de compréhension, et de façon à s'assurer que par la suite, la prise en charge sera optimale pour le futur accueilli. Donc également, en effet, tout ce qui est communication, dialogue avec l'ensemble des partenaires qui vont graviter autour de l'accueilli. Donc évidemment, avec les travailleurs sociaux, les EMS du pôle autonomie, mais également la famille de la personne accueillie lorsqu'il y en a, les professionnels de soins, les tuteurs, enfin voilà, tous les partenaires qui vont graviter autour de l'accueil. Et donc en effet, voilà, on vient vérifier qu'ils ont bien compris ce qu'on attendait d'eux au niveau de leur rôle et de leurs responsabilités, parce que, comme on va vous le réexpliquer aussi après, contrairement aux assistants familiaux, où là, ils sont embauchés par le département, nous, ici, on est dans le cadre d'un contrat de gré à gré, comme Sylviane vous l'a précisé tout à l'heure, et du coup, les responsabilités et les façons, en effet, de pouvoir... les liens qui unissent l'accueilli et l'accueillant ne sont pas les mêmes que dans d'autres dispositifs d'accueil. Et ça vient générer aussi parfois, alors, soit certaines difficultés, mais aussi les limites aussi, nous, de notre accompagnement. Alors, je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, alors, donc une fois que la personne est agréée et une fois qu'ils accueillent en effet des majeurs vulnérables, le suivi est assuré en effet par les travailleurs sociaux du pôle, le contrôle par les évaluateurs médico-sociaux du pôle autonomie. En cas de dysfonctionnement, il peut y avoir en effet des procédures d'injonction qui peuvent être mises en place si l'accueillant en effet ne respecte pas les attendus de l'agrément. Donc l'idée, c'est de pouvoir aller accompagner l'accueillant pour remédier à ces dysfonctionnements. Et ensuite, il y a un passage en commission consultative de retrait d'agrément si besoin. Évidemment, l'idée, c'est encore une fois d'accompagner, mais il peut y avoir en effet des retraits d'agrément en cas de dysfonctionnement grave et de non-respect de la réglementation qui régit en effet l'accueil familial. Donc, on vous a mis le petit lien pour pouvoir accéder au dossier de demande d'agrément. Voilà, que vous pouvez également retrouver sur le site dunord.fr. On se fait des partages d'écran. Donc, je vais poursuivre. Donc, la décision d'agrément, une fois que l'évaluation a été faite par les évaluateurs médico-sociaux, qu'on s'est rendu compte que l'agrément était en tout cas viable, cette décision d'agrément, elle fait l'objet d'un arrêté du président du conseil départemental du lieu de résidence. Mais donc, l'agrément, malgré tout, a une portée nationale. Donc, si l'accueillant familial décidait en tout cas de déménager, de changer de département, son agrément serait toujours valable, sauf que bien évidemment, il faut qu'il prévienne le président du conseil départemental dans lequel il a déménagé pour que les évaluateurs de ce département
ne réévaluent pas son agrément, mais viennent en fait constater que les conditions matérielles d'accueil, en tout cas, correspondent à de l'accueil familial. Donc l'agrément est accordé pour une période de 5 ans et au bout de 5 ans, voilà, en tout cas, l'accueillant familial demande un renouvellement de son agrément et on repart sur une nouvelle évaluation. Préciser également que le nombre de personnes accueillies pour un accueillant familial est limité à 3. Alors, à titre dérogatoire, à 4 lorsque parmi ces personnes, un couple est accueilli. Et là, sous le vocable couple, on entend des personnes mariées, pacsées ou en concubinage. Peut-être vous préciser aussi que quand l'agrément est en couple, c'est-à-dire qu'il y a 2 personnes qui ont l'agrément, elles exercent l'agrément de manière conjointe. Et même si elles sont 2, l'agrément est malgré tout limité à 3 personnes. Enfin, depuis la loi d'adaptation de la société au vieillissement de fin 2015, les accueillants familiaux ont la possibilité aussi de conclure jusqu'à, même s'ils ne peuvent qu'accueillir que 3 personnes maximum, ils ont la possibilité de conclure jusqu'à 8 contrats, c'est-à-dire avoir 8 accueils séquentiels. Donc, ils ne peuvent pas accueillir en même temps plus de 3 personnes. Par contre, ils peuvent très bien avoir, je ne sais pas moi, 3 personnes qui viennent la semaine, une 4e personne qui vient le week-end en séquentiel parce que les autres personnes ne sont pas là. Le tout, c'est que les accueillants, l'accueillant familial ou le couple d'accueillants familial n'accueille pas plus de 3 personnes en même temps. Je vais maintenant passer la parole à ma collègue, donc Corinne Ankoviak, qui va vous parler du rôle du travailleur social du pôle autonomie dans le cadre du suivi des personnes. Corinne, c'est à toi. Peut-être ouvrir ton micro, Corinne? Ça y est, c'est bon? C'est bon? Ok, C'est bon, c'est on ouvert. t'entend. Bonjour tout le monde. Alors, je m'appelle Corinne Ankoviak, je suis travailleur social au pôle autonomie et avec ma collègue Charlotte Den, nous sommes chargés du suivi des personnes accueillies dans nos familles agréées. Donc, ce suivi il a pour but de veiller à la bienveillance et à la bientraitance des personnes accueillies. On s'y rend à peu près une fois ou une fois tous les 2 mois, grand maximum. On est très régulier, on a régulièrement les accueillantes familiales au téléphone et on accompagne aussi, bien sûr, les accueillantes dans la prise en charge des personnes accueillies, des personnes porteuses de handicap ou des personnes âgées. Sur l'île, on a essentiellement, enfin sur l'île, sur notre territoire qui est quand même très très grand, on accueille essentiellement des personnes porteuses de handicap ou des personnes porteuses de handicap vieillissantes aussi beaucoup. Donc, que vous dire vous dire que l'accueil familial, c'est un service où il y a vraiment des très belles histoires, des belles rencontres, que ça peut être un sacré coup de main quand on cherche une place pour une personne porteuse de handicap, quand on connaît les coûts d'attente, on peut utiliser l'accueil familial comme passerelle entre la maison, le foyer de vie et encore cette petite parenthèse enchantée que peut représenter l'accueil familial pour nos accueillis. Donc, moi, je suis chargée avec Charlotte du suivi des personnes accueillies et bien sûr, les accueillantes ont-elles l'obligation de nous accueillir, nous, travailleurs sociaux, mais elles le font avec beaucoup de sympathie parce qu'on travaille vraiment en collaboration avec les accueillantes du pôle autonomie de l'île. Donc, dans le cadre du suivi des accueillis, on élabore également un projet personnalisé où, à l'entrée de la personne accueillie, au bout de 15 jours, 3 semaines, pas tout de suite parce que ça n'aurait pas de sens,
ensemble, on réfléchit à l'accompagnement éducatif le plus adapté pour que la personne préserve son autonomie le plus possible. Donc, quand on peut stimuler la toilette, mais pas faire la toilette, par exemple. Hein, sinon, il arrive aussi qu'on aide un peu plus à la toilette. On peut stimuler, par exemple, l'ouverture sur l'extérieur, la participation, l'inscription dans des clubs où j'aime, etc., etc. Et sont indiqués aussi dans ce projet le suivi médical obligatoire, les rendez-vous avec la famille, les visites aux parents vieillissants en EHPAD, etc., etc. Voilà, ce projet nous aide à avoir une ligne de conduite et à vérifier et à y revenir quand parfois un peu tout le monde se perd et qu'on n'est plus, que la feuille de route n'est plus respectée. Alors, ce que je peux peut-être ajouter, moi, Corinne, mais tu vas rebondir, je pense, Vas-y. c'est qu'au niveau du pôle autonomie de Lille, alors, bien évidemment, les accueillants familiaux ont le loisir et puis, enfin, voilà, à rechercher des accueils, à trouver, en tout cas, des personnes qui adhéreraient à leur projet d'accueil. Mais en tout cas, l'une des choses sur lesquelles on tient, nous, au niveau du pôle autonomie de Lille, c'est d'accompagner aussi l'accueillant dans sa recherche d'accueil et de rechercher, voilà, la personne qui collerait mieux au projet de l'accueillant pour faire en sorte que le projet réussisse et qu'il n'y ait pas de rupture dans l'accueil. Et c'est un vrai travail de nos deux travailleurs sociaux que sont Corinne et Charlotte pour accompagner justement les accueillants voilà, dans la mise en place d'un accueil. Effectivement, en amont de l'accueil, il y a tout un travail de connaissance, d'accompagnement et on tente par rapport aux places disponibles qu'on a, hein, qui sont variables, et par rapport aussi aux personnes qui attendent d'accueillir, on tente de faire les plus belles rencontres possibles. En tout cas, on tente que ça matche rapidement parce que c'est un échec pour tout le monde et parce que c'est des histoires et de la relation humaine et qu'on veut pas, on essaye de préserver autant la future accueillie que l'accueillante d'histoires qui se finissent mal ou de toute façon tout le monde morfle. Donc en amont, si vous souhaitez avec les personnes que vous connaissez, si vous souhaitez un accueil, si vous vous dites, bah, tiens, ça pourrait être la solution, l'accueil familial, nous, on est à votre disposition au pôle autonomie pour aller avec vous ou seul rencontrer la personne qui souhaite être accueillie, faire sa connaissance et retirer le plus d'éléments possible pour qu'on puisse, nous, se dire, grâce à la connaissance qu'on a de nos accueillants familiaux, peut-être qu'on le verrait bien dans telle ou telle famille d'accueil, et là, faire des propositions. Si d'emblée, on peut vous dire, oui, il n'y a pas de souci, il peut entrer en accueil familial, mais au jour d'aujourd'hui, au niveau des profils qu'on a en accueil familial de dispo, on pense que ça ne va pas matcher, on le dira. Après, ça sera la personne de faire son choix, on n'impose rien, on ne peut pas non plus refuser si l'accueillante familiale est prête à accueillir et même si elle accueillera et on accompagnera le mieux possible. Alors, le contrat d'accueil. Le contrat d'accueil, c'est un contrat de droit privé. Il est obligatoire et on ne peut pas rentrer en accueil familial si on n'a pas signé ce fameux contrat.
Alors, il peut être permanent, temporaire, avec différentes modalités d'accueil, mais la majorité des contrats sur l'île sont permanents, à temps plein, H24, avec parfois, pour beaucoup de nos accueillis, quand même des départs en vacances l'été, en vacances adaptées. Et sinon, des départs en vacances H24 avec l'accueillante familiale qui se propose d'emmener l'accueilli en vacances également. La particularité du contrat, c'est qu'il y a une période probatoire ou une période d'essai, on va dire. Alors, cette période d'essai, elle a une durée d'1 mois qui est renouvelable. Encore 1 mois. Nous, on insiste lourdement pour que ces 2 mois se fassent, parce qu'en règle générale, on constate qu'il y a une période d'embellie le premier mois et que on ne peut pas vraiment tout cacher, ce qui ne va pas ou son sale caractère parfois, pour l'un comme pour l'autre, hein, pendant 2 mois. Donc les 2 mois, ils sont utiles quand même pour qu'on prenne la décision de vivre ensemble, parce que on vit ensemble. Et bien 2 mois, c'est pas trop, hein. Donc on a une période probatoire de 2 mois où chacune des parties peut se quitter sans elles sont pas mariées, sans divorcer, elles s'en vont chacune de leur côté. Il n'y a pas de période de préavis, il n'y a rien du tout. À l'issue des 2 mois, par contre, là, quand il y a séparation, eh ben, il y a un préavis qui est demandé et que peut solliciter l'une ou l'autre des parties. C'est-à-dire que l'accueilli peut dire « moi j'en ai marre, je n'ai plus du tout envie d'être ici et puis j'ai ma sœur qui me propose d'aller chez elle, par exemple, hein », et ben, l'accueilli fait un courrier qu'il envoie en recommandé avec accusé de réception à l'accueillante familiale, lui faisant part de sa décision de mettre fin au contrat. Et d'un autre côté, l'accueillante familiale peut elle aussi, pour X raisons, dire moi j'arrête l'accueil de monsieur ou de madame, je souhaite prendre ma retraite ou j'ai des problèmes de santé qui ne me permettent plus ou on s'entend plus ou ça ne va pas ou voilà, pour X raisons. Un préavis, elle fait également un courrier qu'elle adresse à l'accueilli, préavis à l'accueilli ou à la personne qui la représente. On travaille énormément avec les tuteurs quand même. Et charge à l'accueilli ou à la personne qui la représente, mais surtout charge à nous de trouver, ça ne fait pas partie de nos missions, hein, d'accompagner les réorientations, mais on ne laisse pas les gens, bien sûr qu'humainement, on le fait, hein, et charge à nous d'accompagner au mieux le départ de l'accueillante familiale. Voilà. Donc ça, c'est dans les cas de rupture de contrat. En ce qui concerne ce fameux contrat de travail, il n'est pas considéré comme un contrat, nous on dit contrat de travail, mais il n'est pas considéré comme un contrat de travail parce que le tribunal des prud'hommes n'est pas compétent. C'est le tribunal judiciaire qui réglera les litiges s'il se passe quoi que ce soit. Et en gros, voilà, je pense qu'il est assez. Ce contrat, c'est un contrat qui est assez complexe parce que bon, il y a ses préavis, c'est pas qu'un salaire, il y a aussi de l'allocation d'entretien, il y a aussi une indemnité pour le logement, il y a aussi, il y a plein de choses. Maintenant, on a un CESU où on peut rentrer toutes les items et qui vous sort automatiquement une fiche de paie et qui fait la déclaration à l'URSSAF. Donc, pour les familles qui accompagnent, c'est pas compliqué. Par contre, quand on a une personne qui veut rentrer en accueil familial et que les limites intellectuelles ne lui permettent pas d'élaborer tout ça,
effectivement, là, il faut vraiment penser à solliciter Un tuteur. un Une tuteur. mesure de protection. En Tout fait, à fait. on vous a mis tout en bas de la page le lien pour aller chercher le contrat. En tout cas, si vous voulez y jeter un petit coup d'œil, le lien sur Légifrance, hein, puisque c'est un contrat officiel, hein, à reprendre par tous les accueillants familiaux. On va faire un petit focus sur le remplacement rapide, Corinne? Oui, bien sûr. Alors, le remplacement au domicile de l'accueillant familial, il peut, quand l'accueillante familiale par exemple, dit, je pars en vacances une semaine, mais mon mari est là ou mon fils est là, ma fille est là ou, un proche de la famille ou mon autre sœur va venir vivre à la maison. Elle va me remplacer auprès de la personne accueillie, il n'y a pas de souci. Ces coordonnées, de toute façon, sont indiquées dans le contrat d'accueil parce que la personne remplaçante va s'engager. Donc quand elle part moins de 48 heures, on ne fait pas d'annexe, il n'y a pas de demande administrative à ce niveau-là, juste elle nous prévient. Quand elle doit partir plus de 48 heures, par contre là, le tuteur doit élaborer, une annexe au contrat qui précise que madame est partie, de telle date à telle date et qu'elle est remplacée, et à ce moment-là, plus de 48 heures, le tuteur rémunérera la personne qui remplace l'accueillante familiale. Alors, en fait, Donc, c'est un petit peu compliqué. Alors, si je peux me permettre, Corinne, c'est juste de retenir, enfin voilà, dans le cadre de l'activité d'un accueillant familial, il y a certaines obligations, et l'une des obligations qui peut être parfois un peu rédhibitoire, c'est la continuité de l'accueil. Et donc, concrètement, quand l'accueillant familial, s'il doit s'absenter pour une raison ou une autre, le fait qu'il soit, enfin voilà, qu'il soit peut-être malade ou qu'il ait envie de partir en vacances, pas forcément avec ses accueillis, eh bien, il doit pouvoir pourvoir à son accueil. Et c'est pour ça qu'on rencontre aussi les remplaçants dans le cadre de l'évaluation de l'agrément, pour pouvoir être sûr que cette continuité soit à peu près assurée, et que quoi qu'il arrive, il y ait une solution pour l'accueilli. Et c'est aussi, même si on essaye nous d'être aidants au niveau du pôle autonomie, c'est aussi une des obligations de l'accueillant familial. Alors maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de vous expliquer, enfin essayer de tenter de vous expliquer de manière simple, de quoi est faite la rémunération de l'accueillant familial. En fait, elle comprend 3 parties. Donc, on a d'abord ce qui s'appelle une indemnité journalière pour service rendu. En fait, c'est le salaire de base qui est égal à minimum 2,5 fois le SMIC horaire brut par jour. Et à cette indemnité de base, on va rajouter 4 indemnités. Alors, la première, c'est une indemnité de congé payé qui représente tout simplement 10% de la rémunération journalière. À cette indemnité de congé payé s'ajoute une indemnité qui s'appelle l'indemnité en cas de sujétion particulière. Alors, cette indemnité n'est pas obligatoire, elle se fait le cas échéant. Elle est justifiée en fait par, on va dire, le surcroît de travail que pourrait avoir une accueillante familiale au vu du niveau de dépendance de la personne accueillie. C'est-à-dire que plus il y a besoin d'accompagnement, de présence, à ce moment-là, cette indemnité rentre en jeu. Vous voyez, elle est comprise entre 0,37 fois enfin 0,37 et 1,46 du SMIC horaire. Elle est au niveau du département objectivée par une grille où on reprend toutes les capacités de la personne, et qui va vous donner justement ce fameux indice entre 0,37 et 1,46 pour pouvoir objectiver cette rémunération qui est supplémentaire et qui peut tout simplement ne pas exister si la prise en charge n'est pas compliquée. Donc à cette indemnité cette possible indemnité s'ajoute encore une autre indemnité qui elle est obligatoire, qui s'appelle indemnité compensatrice de frais d'entretien, donc qui est calculée sur le minimum garanti, et qui en gros correspond à tout ce qui est prise en charge de la lessive, des repas, dans le cadre de l'accueil de la personne. Et enfin, la dernière indemnité
qui fait les 5 parties de la rémunération de l'accueillant familial, c'est l'indemnité de mise à disposition de la pièce réservée à l'accueil. C'est-à-dire tout simplement, alors c'est une mise à disposition, on ne va pas dire location, mais en tout cas, voilà, elle est calculée en fonction de l'indice de référence des loyers et en fonction de la surface de la pièce mise à disposition, et elle s'ajoute donc à la rémunération de l'accueillant familial. Donc, préciser que les indemnités, en tout cas 1, 2 et 3, indiquées sur le petit schéma, elles sont soumises à cotisation sociale et elles sont imposables. Alors, un autre petit aspect qui fait que voilà, l'activité d'accueillant familial peut freiner en tout cas certaines envies, c'est que les cotisations chômage ne sont pas dues. Alors, tout simplement, quand la personne n'a pas d'accueil chez elle, ça veut dire qu'elle n'a pas de contrat, elle n'a pas de rémunération, mais elle n'a pas non plus de cotisation chômage, donc pas de revenus en fait. Donc, c'est ce qui est parfois rédhibitoire hein, quand on explique. En tout cas, ce que c'est l'activité d'accueillant familial, c'est aussi un cheval de bataille, c'est aussi des choses que fait remonter le département sur cette reconnaissance de l'activité dans ce cadre-là. Je vais donc repasser la parole à Corinne pour qu'elle puisse vous expliquer en gros ce que coûte l'accueil familial à une personne accueillie. Alors, on peut estimer l'accueil entre 1300 et 1800 € hors charge, ça veut dire hors déclaration URSSAF. 1300, ça sera un accueil, une rémunération nette. C'est pas 1300, c'est quand même relativement rare parce que on va plus osciller autour. Enfin, il y a une reconnaissance des tuteurs du travail de l'accueillante familiale, et tant mieux parce que il faut valoriser cette profession. Et c'est vrai que 1300, tu accueilles, tu nourris et tu arrêtes. On va plus être vers on va tourner autour de 1400, 1500 € en moyenne parce que l'accueillante familiale va assurer en plus des conduites, toutes les conduites et les suivis médicaux. Elle va assurer en plus toutes les conduites ordinaires des coiffeurs, des pédicures, j'en passe, c'est des meilleures, les conduites à la famille, des conduites. Donc, ça va vraiment osciller plus vers 1500 et 1800 € que 1300, on en a très peu, hors charge, parce qu'après va venir s'ajouter à ça l'URSSAF. Donc qui est calculé en fonction de toute façon du montant des 1300, des 1800 €. Donc, la majorité, nous, des accueillis sur la DTNL, perçoivent l'aide sociale. J'en ai vraiment très, très peu qui ne l'ont pas, ce qui leur permet quand même de pouvoir, sans trop de soucis, assumer le coût de leur accueil. Donc, il y a d'autres aides, bien sûr, que représente l'APA, la PCH, l'allocation logement. Et on peut, enfin, alors je vois qu'il est noté qu'il y a une réaction, il est possible, quand on ne perçoit pas l'aide sociale, normalement, je dis bien, effectivement déclarer l'accueillante familiale comme au titre d'une employée à domicile, et donc de bénéficier d'un crédit d'impôt qui va correspondre avec une somme maximale que je ne maîtrise pas trop. En tout cas, on peut récupérer une somme, un crédit d'impôt qui oscille, moi en général, il récupère à peu près ça oscille entre 2005 et 3000 € sur l'année de récupération. Corinne, du coup, je suis gardienne du temps.
Vas-y. Donc, peut-être voilà, vous redire en effet que comme c'est un contrat de gré à gré, ben, c'est négocié entre la personne accueillie et son représentant légal et l'accueillant, hein, en fonction de toutes les parties de rémunération qu'on vous a présentées. Vous voyez qu'il y avait des fourchettes, hein. Donc, c'est aussi retenir ça, c'est que c'est aussi de la négociation. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à 2 petits films de témoignages de 2 accueillantes familiales et de leurs accueillis. Donc, je vous propose de démarrer dès que je peux. Hop, c'est parti. C'est à Douchy-les-Mines, près de Valenciennes, que Marceline vit depuis 2 ans et demi. En situation de handicap, cette septuagénaire est accueillie chez Violette, qui a décidé d'ouvrir sa maison dans le cadre de l'accueil familial. Encore méconnue, cette alternative aux établissements collectifs permet de maintenir l'autonomie des personnes âgées ou handicapées qui ne peuvent plus ou ne veulent plus vivre seules. Le quotidien, c'est s'en occuper, de les stimuler, les sortir, les lessives, tout en fait, hein. Violette est l'un des 530 accueillants familiaux que compte aujourd'hui le département du Nord. Tous sont agréés et doivent pour cela respecter plusieurs critères. Particularité ici, ce sont les animaux, un chat et les chiots de l'élevage familial qui favorisent un climat apaisé. Donne le biberon. Ouais. Et les promènes avec la laisse. Ça les détend. J'ai ma petite chihuahua, elle est toujours sur Marceline. J'ai ma Maine Coon, c'est pareil. Elles vont chercher des câlins. Pour ça, non, ouais, ça les détend. Chez Violette, Marceline accompagne la famille partout, de la compétition de judo du petit dernier jusqu'aux vacances de Noël. Autant de souvenirs qui créent des liens très forts. C'est plein d'amour. Parce que autant elle vous ordonne, hein, c'est plein d'amour. Ça change complètement. Moi, Marceline, elle me dit, quand elle est vraiment bien posée, elle me dit, tu remplaces ma maman. Et rien que ça, c'est que du bonheur. Accueillir apporte beaucoup, mais c'est aussi souvent un choix qui engage toute la famille. Si ce métier vous intéresse, il est donc possible de s'y familiariser progressivement en remplaçant, avec l'accord du département, des accueillants qui souhaitent prendre des vacances. Alors là, c'était un premier film. Je vous propose un deuxième film. Alors, j'espère que ça va marcher parce que du coup, hop. Alors, j'espère que ça va charger rapidement. Sinon, oui. Depuis 3 mois, Sabine accueille chez elle Bruno, âgé de 61 ans et en situation de handicap. C'est sa première expérience en tant qu'accueillante familiale. J'ai décidé de me lancer dans ce métier pour le besoin d'aider, d'être utile. Alors, j'ai l'impression que vous ne voyez pas le petit film. Vous voyez juste et chaleureux. Je consacre beaucoup de temps à Bruno au quotidien. Alors, ce que je vous propose, On voit pas le film. ce que je vous propose, parce qu'on est un petit peu en retard, c'est je vais vous envoyer le lien, comme ça vous allez pouvoir, ou alors je vais faire autrement. Attendez, j'ai peut-être une autre solution en matière de partage. Non, ça va être compliqué, ça rame. Bon, ce que je vous propose, c'est peut-être de vous envoyer le lien pour que vous puissiez voir le dernier témoignage. C'est dommage, mais en même temps, ça rame beaucoup. Donc, je pense qu'on va passer à autre chose, hein. Du coup, je suis bloquée. Alors, on va peut-être terminer en fait, on vous a mis l'ensemble des contacts
et les contacts au niveau en tout cas du pôle autonomie de Lille. Donc le numéro de téléphone du pôle autonomie où vous allez là pouvoir directement avoir les gestionnaires qui pourront informer sur les dispositifs de l'accueil familial si besoin, mais surtout les coordonnées des travailleurs sociaux, donc Corinne et Charlotte, hein, qui sont chargés du suivi des personnes accueillies. Vous avez à la fois leur numéro de téléphone et leur adresse mail. N'hésitez pas à les contacter à la fois pour mettre en lien, bien évidemment, mais aussi pour avoir plus d'informations encore sur le dispositif. Elles sont vraiment à votre disposition. Donc ça, ce sont les coordonnées des travailleurs sociaux du pôle autonomie de Lille. Comme je vous l'avais expliqué, le dispositif de l'accueil familial est géré par secteur. Donc, et vous avez ici l'ensemble des coordonnées de tous les pôles autonomie du département. Dans le cadre de l'accueil familial. Mais bien évidemment, les travailleurs sociaux du pôle autonomie, s'il n'y a pas de disponibilité sur le secteur, comme vous l'avez vu, voilà, on n'a pas forcément beaucoup de place. En tout cas, elles se mettent aussi en lien avec les pôles limitrophes si besoin de contact, en tout cas. Écoutez, je pense qu'on a tenu le temps. Moi, je tenais vraiment à remercier l'ensemble des intervenantes qui, par leur témoignage, je l'espère, ont contribué non seulement à mieux vous faire connaître ce dispositif, mais également à mettre en lumière les accueillants familiaux qui sont peu connus, mais qui pour autant sont vraiment pleinement investis dans l'accueil des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Comme expliqué dans la présentation, il est vrai que contrairement au sud du département, nous disposons de peu d'offres d'accueil, mais vraiment nous travaillons aujourd'hui à développer ce dispositif sur le territoire. Cela, évidemment, ne se fera pas en un jour, mais en tout cas, vous pouvez vous aussi en être les ambassadeurs. Avant de nous quitter, j'avais prévu en tout cas de vous présenter, ça ne va pas être très très long, 5-10 minutes, de vous présenter les résultats, de faire un retour rapide en tout cas sur le questionnaire que vous avez envoyé en octobre dernier, je pense, pour recueillir vos avis sur le concept 1 heure pour l'autonomie et ses supports. J'en profiterai également pour vous présenter les premiers sujets que nous envisageons de vous proposer pour 2023. Donc au regard bien évidemment des besoins que vous nous avez fait remonter dans ce questionnaire. Donc je vais pouvoir libérer nos collègues. En tout cas, merci beaucoup aux collègues pour votre intervention. Et si vous voulez, je vais vous partager les résultats du questionnaire, en tout cas autonomie, sur les 1 heure pour l'autonomie. Hop. Encore tout dit. OK. Attends, là, ça arrive. Attends. Voilà, on voit ce que tu partages en fait. Présenter. Là, c'est bon. Alors, je vais essayer d'être rapide parce que je vois qu'il est midi. Donc, juste vous faire un petit retour rapide sur le questionnaire que nous vous avions envoyé en septembre dernier. Vous dire déjà, vous rappelez ce que c'est les 1 heure pour l'autonomie, je vais le faire très très rapidement parce que normalement vous le savez tous, donc c'est vraiment des temps d'information qu'on a voulu mettre à destination des partenaires et élus du territoire pour monter en compétences et en connaissances sur l'autonomie. Donc ce sont des sujets à la fois personnes âgées et personnes handicapées proposés donc chaque dernier mardi du mois en vidéo en durée d'1 heure, avec des outils qu'on tient toujours à être pratico-pratiques, un support et une foire aux questions qu'on vous fournit à l'issue de la présentation, et surtout la possibilité de réécouter à l'envie le temps d'information sur le YouTube du département. Donc, les résultats du questionnaire. Bon, le rappel des objectifs, le but de ce questionnaire, c'était de s'assurer que le concept, le format, les outils qu'on vous propose répondent véritablement à vos besoins. Et puis, c'était aussi surtout d'établir le calendrier 2023 au regard de vos attentes. Donc, pour revenir sur le questionnaire, donc on vous avait posé
quelques questions. Je vous avouerai qu'on est assez content du retour parce qu'on s'aperçoit que vraisemblablement ça correspond à vos attentes. Donc, sur la question, le concept 1 heure pour l'autonomie répond-il à vos besoins d'information sur l'autonomie? Vous êtes plus de 96% à nous dire que ça correspond en tout cas à vos besoins. J'ai mis alors vraiment très rapidement quelques retours que vous nous avez fait sur le concept. Enfin, je pense que certains d'entre vous se reconnaîtront, mais pour en prendre 2 ou 3, c'est des réponses concrètes sur un temps court sans se déplacer, efficace, conforte les acquis et permet de connaître de nouveaux dispositifs, peu de temps, rapide, essentiel, excellent. Donc, on s'est dit que concrètement, ça répondait en tout cas à votre besoin, aussi bien sur la forme que sur le fond. Sur la durée d'information, ça nous avait posé question, on s'était dit, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il faudrait faire plus? Qu'est-ce qu'il faudrait faire moins? On s'aperçoit qu'à plus de 91%, vous considérez que 1 heure, c'est bien suffisant. En fait, les personnes qui ont répondu par la négative souhaiteraient, sur certains sujets, alors peut-être des sujets un peu plus compliqués, un peu plus techniques, que ce soit un peu plus long. On va reprendre le sujet du dossier NDPH où là, éventuellement, 1h30, ce serait plus approprié. Je vous avouerai que si on représente le sujet, on y réfléchira, mais concrètement, en tout cas, cette durée d'1 heure semble convenir à tout le monde. Sur les supports présentés et envoyés, sur l'utilité de ces transports, là aussi, vous êtes plus de quasiment 97% à dire que voilà, ils vous ont été utiles. Et ça, pour nous, c'est vraiment important dans ce cadre-là, parce qu'on passe beaucoup de temps à essayer de vous faire des supports à la fois pratico-pratiques et utiles, tant dans le fond que sur les coordonnées, sur les liens. Donc, j'ai mis là aussi quelques retours. Et enfin, on avait voulu savoir si vous visionnez voilà, a posteriori les vidéos. Alors, globalement, plus de la moitié les visionnent. Enfin, non, c'est un petit peu moins. Mais ce sont principalement les personnes qui n'ont pas assisté au temps d'information qui visionnent les vidéos. Mais pour autant, certains apprécient néanmoins de les réécouter. Alors, on m'a expliqué dans les retours que c'était voilà, pour mieux se les approprier, pour se les remettre en tête aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations. Et enfin, alors question très importante à notre niveau, sur lesquelles on voulait une réponse, c'est qu'on vous a demandé tout simplement si vous partagiez vos supports, parce qu'on s'est aperçu en fait que oui, vous partagiez. Et on n'avait pas une idée claire en tout cas du nombre de personnes qui pouvaient partager et de l'ampleur de ce partage. Et en fait, oui, force est de constater que vous partagez à plus de 65%, ce qui veut dire que eh bien, tant mieux, quoi, parce qu'en gros, ça aide, en tout cas, et c'est utile à beaucoup de monde. Là, ce que je vous demanderais, moi, par contre, à notre niveau, c'est que vous puissiez inciter, et je vous renverrai le flyer, que vous puissiez inciter les personnes à s'inscrire. Alors, libre à elles, une fois qu'elles sont inscrites, de venir, de ne pas venir, de réécouter. Mais en s'inscrivant, nous, ça nous donnera beaucoup plus de lisibilité sur les personnes qu'on touche. Ça nous permettra, ça leur permettra d'avoir en tout cas les supports en direct, parce que s'ils ne sont pas inscrits, je n'envoie pas les supports par la suite. Et nous, ça permet de mettre en valeur ce 1 heure pour l'autonomie auprès de nos élus, auprès de nos responsables, auprès de notre président, pour montrer tout simplement que c'est un besoin au niveau du territoire et au niveau de nos partenaires et de nos collègues. Et enfin, c'était l'évaluation finale. Donc voilà, la plupart d'entre vous, en tout cas 43% trouvent ce 1 heure pour l'autonomie très enrichissant, 44 enrichissant, 11 plutôt enrichissant. Et sur les autres, en fait, c'est des personnes qui avaient rajouté dans les commentaires que ça leur était très, très utile. Donc, écoutez, merci à vous pour votre retour. Nous, ça nous conforte en tout cas sur la nécessité de mettre en place 1 heure pour l'autonomie. Merci. On va continuer dans la même voie et on est très heureux de continuer dans la même voie. Pour vous parler en tout cas du calendrier 2023, j'ai répertorié un peu tout ce qui avait été en tout cas proposé, ce que vous nous avez proposé pour 2023 et sur lequel on va se baser. Donc, il y avait, alors, puisque ça a été fait au mois de novembre, l'accueil familial pour PAPH, ce que nous vous avons proposé aujourd'hui, les mesures de protection qu'on vous proposera, je vous montrerai le prochain calendrier, l'autisme, les maladies neuroévolutives, les DAC, les différents types de handicap. Alors, on vous en a déjà proposé pas mal, hein, la surdité, le handicap psychique, etc. Donc là, on va poursuivre. L'aide sociale PAPH, on vous l'a proposé en novembre 2022. Le dossier MDPH, on vous l'a proposé en février
février 2022, mais vraisemblablement, peut-être que c'est à renouveler, donc ça, on y réfléchit aussi. Peut-être qu'aussi qu'on aura voilà, il y aura des petites évolutions et on va vous les proposer. Autre sujet également, c'était l'aménagement du logement. Et là, je vous avouerai que je pense plutôt faire un réseau autonomie parce qu'il y a beaucoup à dire, c'est assez compliqué. Donc, peut-être le faire plutôt en présentiel et sur une demi-journée. La PCH, on vous la proposera en mai. On vous la proposera en 2 temps, à 1 heure pour l'autonomie en mai et certainement aussi un réseau pour voilà, aller plus loin parce que la PCH, c'est quand même pas très simple. On avait le répit, l'isolement, les établissements et services pour adultes en situation de handicap. Même chose pour les enfants en situation de handicap. Là aussi, ce sont des gros sujets qu'on proposera en réseau et qu'on a déjà proposés. Donc voilà, ça, c'est les sujets principaux. Il y en avait des tas d'autres. Je vais vous envoyer le PowerPoint. Vous allez pouvoir en prendre connaissance. Alors, bien évidemment, on ne pourra pas tout faire, mais on va essayer en tout cas de faire, en tout cas de vous proposer ceux pour lesquels voilà, la demande était en tout cas itérative pour plusieurs d'entre vous. Donc, alors pour finir, je vous rappelle juste, mais ça, je vous l'ai envoyé, mais je vous le renverrai pour les nouveaux, le calendrier pour 2023. Bon, à 1 heure pour l'autonomie chaque mois, toujours le dernier mardi du mois, sauf vacances scolaires. Donc ça, vous avez pu en prendre connaissance. Et donc, pour les prochains sujets, en tout cas du début de l'année, je vous ai mis ceux du début de l'année. Alors aujourd'hui, c'est fait. Donc, en perspective, en tout cas, jusqu'au mois de mai, on aura, et normalement, en tout cas, c'est en travail, donc ça devrait se faire, ça ne devrait pas bouger. On vous proposera un sujet sur le droit des aidants en février et sur les mesures de protection et comment solliciter une mesure de protection en mars. Donc, on fera intervenir en février certainement, on va travailler avec l'UDAF, en mars, on va travailler avec l'UDAF. En février, on travaillera avec un juriste de la Maison des aidants et des papillons blancs. Et au mois de mai, donc, on vous proposera un sujet sur la PCH pour essayer de faire dans le pratico-pratique, qui suivra avec au mois de juin aussi un réseau autonomie où là, on fera intervenir, on partira sur des cas pratiques, etc. L'idée, là, c'est de le faire en présentiel et sur une demi-journée pour aller au fond des choses. Voilà, écoutez, j'ai fait le tour. Je vous remercie bien pour d'être resté jusqu'au bout et pour le dépassement de temps. On vous envoie tous les supports comme d'habitude. Je remercie encore une fois tous les intervenants et Emeline Descarpenteries qui travaille avec moi. Et je vous dis donc au mois de février, je vous souhaite écoutez, un bon appétit et une bonne journée. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.